le journal. Oumar Moussa Traoré. Mercredi 7 décembre 2022, bonjour et bienvenue. Ciel dégagé sur Bamako, où il devrait faire un peu plus chaud aujourd'hui, avec le mercure qui affiche en ce moment 21 degrés pour une maximale de 37 degrés au cours de la journée. À la une de l'actualité de ce matin, premier conseil de cabinet hier sous la présidence du Premier ministre Choguel Kokala Maïga après sa reprise de service. Le chef du gouvernement qui entend impulser une nouvelle dynamique à l'action gouvernementale pour plus d'efficacité au service des Maliens. Autre volet de l'actualité nationale, inciter les jeunes entrepreneurs à s'intéresser au secteur de l'agriculture afin de booster la création d'emplois dans notre pays. Voilà l'enjeu de la 3e édition de la foire du numérique qui s'est ouverte hier à Koulikoro. C'est une initiative du Conseil régional de Koulikoro. Et puis la chronique de l'environnement, dans le rendez-vous du mercredi à Guibou Koulibaly s'intéresse aujourd'hui à l'ONG Borda, association brémoise et de recherche et de développement d'outre-mer. Elle intervient principalement dans les secteurs de l'eau, de l'assainissement, des énergies renouvelables, de l'agriculture et de l'environnement. Enfin, en sport, football, l'actualité est dominée par la Coupe du Monde Qatar 2022. Hier, le seul représentant du continent encore en lice a obtenu son ticket pour les quarts de finale en battant l'Espagne au tir au but. Score final 0-0 au terme des prolongations. C'est seulement la 4e fois qu'une équipe africaine se hisse à ce stade de la compétition. Il s'agit bien des Lions de l'Atlas du Maroc qui rencontre le Portugal qui a laminé la Suisse 6-1. Vous pourrez suivre le journal de la Coupe du Monde immédiatement après cette édition dans une présentation de Ali Matina. Voilà pour le sommaire. Nous commençons cette édition par cette audience à Koulouba. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu hier le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix. Au terme des entretiens, la prochaine revue stratégique de l'aménagement, une revue qui devrait prendre en compte les attentes et priorités du Mali, on notait la présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale ainsi que celle du chef de l'aménagement. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, à sa sortie d'audience au micro de Mamadi Koné. Je remercie Son Excellence le Président de nous avoir reçus. C'était une discussion qui suivait les conversations détaillées que nous avions eues avec Son Excellence le Ministre des Affaires étrangères et un grand nombre de membres du gouvernement pour examiner où nous en étions en ce qui concerne la revue stratégique de la MINUSMA, revue stratégique qui, comme vous le savez, a été demandée par le Conseil de sécurité. Et la discussion était une prolongation et a porté sur la manière dont les Nations Unies pourraient continuer à apporter leur soutien aux efforts des Maliens dans les domaines de la transition politique, de la mise en œuvre de l'accord de paix, de la sécurité qui reste évidemment une préoccupation fondamentale, et comment nous pourrions s'assurer que les recommandations que nous allons devoir faire au Conseil de sécurité qui décide du mandat de la MINUSMA seront les plus en phase avec les attentes des Maliens et de leurs autorités. Le chef de l'État a exprimé ses attentes, notamment en ce qui concerne la sécurité. C'était une discussion importante parce qu'il est essentiel pour nous de recueillir les vues des plus hautes autorités de l'État de manière à ce que nous nous assurions que lorsque nous finaliserons ces recommandations, et nous allons travailler dans la plus totale transparence dans les semaines qui viennent, comme nous l'avons fait jusqu'à présent avec les autorités maliennes. Ensuite, il appartiendra aux États membres, notamment au Conseil de sécurité, de décider. Voilà le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, à l'instant, reçu en audience hier par le chef de l'État, des propos recueillis par Mamadi Koné. Je vous le disais en titre, premier conseil de cabinet du Premier ministre Choguel Kokala Maïga après sa reprise de service. Occasion pour le chef du gouvernement de rendre hommage au peuple malien et aux autorités de la transition pour leur sollicitude à son endroit. Le Premier ministre a également précisé aux membres du gouvernement la nouvelle méthode qu'il compte désormais imprimer à l'action gouvernementale. Suivons le compte-rendu de Alousseni Touré. C'est un Premier ministre visiblement en bonne santé physique et morale qui est chaleureusement accueilli par les ministres dans un standing ovation. Occasion pour le chef du gouvernement de remercier l'ensemble des Maliens avec en leur tête le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. Les messages du président de la transition et ses envoyés ont réconforté mon moral. Je suis très rassuré aujourd'hui
de contribuer au renforcement de la confiance que nous avons donnée au peuple malien. Mon plus grand bonheur, c'est les messages du président de vous, des Maliens au nom desquels il envoie ces messages, tous les chefs religieux dans toutes les mosquées du Mali. Le docteur Choguel Maïga a mis l'accent sur la nécessité pour les membres du gouvernement de se donner à fond pour satisfaire les Maliens et pour cela, il leur a assigné une nouvelle forme d'auto-évaluation afin, dit-il, de pouvoir s'imprégner de la situation. Choguel Kokala Maïga, Premier ministre. La lettre que je vous ai adressée, c'est pour me remettre en marche. C'est pour que chacun me dise de quoi il s'est occupé ces 3 derniers mois, sur le plan administratif, sur le plan financier et sur le plan du personnel et tout ce que vous jugerez utile, bien pour le Premier ministre. Le Premier ministre compte dans les prochains jours imprimer une nouvelle dynamique dans l'action gouvernementale et pour ce faire, il a besoin du concours de chacun. Tout autre chose à présent, lutte contre le chômage des jeunes. SOS Village d'enfants, Mali organise son salon de l'emploi. La 4e édition tenue hier a enregistré la participation d'une vingtaine d'entreprises et start-up. La rencontre est initiée dans le cadre du projet The Next Economy, en français l'économie du futur sur financement des Pays-Bas. Compte rendu Salimata Daou. Au Mali, 200 000 jeunes arrivent chaque année sur le marché de l'emploi et seulement 10% parviennent à trouver un poste. Ces chiffres sont de la Banque mondiale. Pour contribuer à relever ce taux, SOS Village d'enfants, à travers son projet The Next Economy, ou l'économie du futur en français, organise un salon de l'emploi. L'événement est à sa 4e édition. Adama Sanogo, directeur national de SOS Village d'enfants. L'objet de ce salon est de faire connaître, en tout cas, l'expérience de SOS Village d'enfants au Mali et spécifiquement le projet The Next Economy. Cette expérience sur l'employabilité et de l'entrepreneuriat auprès de nos jeunes donc, qui sont dans le besoin quand même de profiter pour se renforcer afin, en tout cas, soit de créer leur propre entreprise ou quand même avoir accès à un emploi décent. Le projet est financé par les Pays-Bas et bénéficie de l'accompagnement de nombreux acteurs du secteur de l'emploi. Ibrahim Agnok, directeur général de l'ANPE. L'encadrement de vos groupes cibles peut se faire à travers des sessions de formation en informatique que nous sommes disposés et disponibles de livrer à vos groupes cibles de façon gratuite en tant que service public d'emploi à Bamako et dans les régions. Selon le représentant du ministère en charge de l'emploi, le salon a fait ses preuves et mérite d'être pérennisé. Mamadou Dionsan, représentant du ministère de l'entrepreneuriat national, de la formation professionnelle et de l'emploi. Plus de 2000 jeunes formés sur les compétences de vie et plus de 1500 jeunes, n'est-ce pas, formés sur les techniques de recherche d'emploi, 900 et quelques jeunes placés en stage, plus de 200 jeunes accompagnés dans l'obtention d'un contrat de travail. Vous méritez beaucoup l'attention des plus hautes autorités. Les entreprises qui ont marqué l'année au compte du projet The Next Economy ont reçu des attestations. Pour cette 4e édition, une vingtaine de stands ont été érigés pour permettre aux jeunes d'entrer en contact avec leurs potentiels employeurs. Radio Mali à Koulikoro et environ 102.4 MHz en FM. Justement, autre secteur qui va développer des emplois dans notre pays, c'est le numérique. Le numérique, vecteur de la transformation des systèmes alimentaires et de l'économie locale inclusive portée par des jeunes et des femmes. C'est le thème de la 3e édition de la foire du numérique agricole qui s'est ouverte hier à Koulikoro. Une vingtaine d'entrepreneurs et start-up prennent part à cette foire. 2 membres du gouvernement ont présidé la cérémonie d'ouverture, une tribune saisie par les ministres pour inviter les start-up à s'intéresser au secteur de l'agriculture afin de booster l'entrepreneuriat pour la création d'emplois. La foire du numérique est une initiative du Conseil régional de Koulikoro. Les précisions de Boubacar Sissoko depuis Koulikoro. C'est parti pour la 3e édition de la foire du numérique agricole à Koulikoro. Elle est un nouvel espoir pour améliorer la production et la productivité agricole au Mali. L'objectif est de parvenir à une agriculture performante et résiliente aux aléas du changement climatique. Cette 3e édition de la foire du numérique agricole fait une large place aux jeunes et aux femmes. C'est ainsi que le thème porte sur le numérique, vecteur de la transformation des systèmes alimentaires et de l'économie locale inclusive portée par les jeunes et les femmes. Mbare Diko,
vice-président du conseil régional de Koulikoro. Le conseil régional affirme sa volonté d'accompagner la créativité et le talent des jeunes entreprises dans le domaine numérique en lien avec l'agrobusiness, l'économie locale et la gouvernance territoriale inclusive en mettant les jeunes et les femmes au cœur du développement économique local et régional. Le gouvernement attache du prix à cette foire du numérique agricole. Elle constitue une opportunité pour les start-up à favoriser l'entrepreneuriat en milieu jeune. Bakary Doumbia, ministre de l'Entrepreneuriat national de l'emploi et de la formation professionnelle. Cette foire du numérique se justifie à plus d'un titre car elle permet de réunir sur un même espace les différents acteurs constitués par des producteurs agricoles et de la chaîne de valeur des services de recherche, de banques, institutions de microfinance, des opérateurs de téléphonie, d'incubateurs et de start-up, avec pour objectif de trouver des solutions digitales aux problématiques du développement du secteur agricole. À l'ère de la révolution technologique, le numérique s'impose aujourd'hui dans le secteur de l'agriculture comme une nécessité, indique le ministre de tutelle. Maître Harouna Mamadou Touré, ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. Cette activité est donc pour nous un événement hautement stratégique et pour la région, mais aussi et surtout, retenez-le, pour les hautes autorités de la transition. Au regard des résultats engrangés déjà lors des 2 dernières éditions, la transformation numérique, il n'est point besoin de le démontrer, a permis d'assurer le développement économique majeur dans beaucoup de pays. Au Mali, nous l'utiliserons de façon efficace, consciente, responsable dans le domaine de l'agriculture. Pour cette 3e édition du Salon du numérique agricole, 17 entreprises de jeunes start-up exposent leur savoir-faire. Les 2 membres du gouvernement ont visité les stands des exposants pour apprécier les produits. Koulikoro, Boubacar Sissoko et Salif Maïga pour l'ORTM. Un mot de l'actualité à l'étranger, les pourparlers de paix en RDC à Nairobi se concluent au Kenya. Pendant une semaine, plus de 200 représentants des groupes armés et de la société civile étaient autour de la table pour tenter de voir comment ramener la paix dans l'est du pays. Un communiqué final, lu hier matin par Serge Tchoubangu, le mandataire du président congolais pour le processus de Nairobi, a sanctionné les travaux. Les groupes armés signent l'un après l'autre le communiqué. Satisfaction générale affichée, mais tout le monde attend de voir ce qui va se passer sur le terrain. Le communiqué souligne plusieurs requêtes qui ont été formulées par les groupes armés pour déposer les armes, notamment la libération de leurs prisonniers. COP 15, l'humanité est devenue une arme d'extinction massive. Tels sont les propos du chef de l'ONU à l'ouverture de la conférence des Nations Unies sur la biodiversité qui réunit plus de 190 pays à Montréal, au Canada, jusqu'au 19 décembre. L'issue des négociations qui portent sur une vingtaine d'objectifs destinés à sauvegarder les écosystèmes d'ici à 2030 est incertaine. Il est temps de cesser notre guerre contre la nature, a martelé le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Les défis que la COP 15 doit relever sont considérables. 1 million d'espèces sont menacées d'extinction, 1/3 des terres sont gravement dégradées et les sols fertiles disparaissent, tandis que la pollution et le changement climatique accélèrent la dégradation des océans. La chronique de l'environnement dans un instant. Chronique de l'environnement. La chronique de l'environnement s'intéresse aujourd'hui à l'ONG Borda, autrement dit Association Brémoise de recherche et de développement d'outre-mer. C'est une ONG allemande internationale fondée en 1977 par des planificateurs urbains, des ingénieurs, des entrepreneurs et scientifiques sociaux réunis dans une organisation de la société civile. Borda intervient principalement dans les secteurs de l'eau, de l'assainissement, des énergies renouvelables, de l'agriculture et de l'environnement. Chronique de l'environnement, c'est une réalisation de Agibou Koulibaly. Créer un monde où tous les gens sont capables de faire de leur communauté des lieux de vie confortables, des lieux où ils peuvent développer leur plein potentiel et façonner activement leur environnement, quel que soit leur revenu, leur sexe, leur origine, leur lieu de résidence, leur culture et leur religion. C'est l'objectif de l'ONG Borda. Boubacar Mahamadou Maïga, directeur pays Borda. C'est vraiment travailler sur toute la chaîne de l'assainissement afin de créer des villes vivables et durables, tout en passant par les objectifs de développement durable, notamment l'objectif ODD 6 qui est l'accès à l'eau et l'assainissement pour tous, et également fin zéro partout au monde.
Les populations vulnérables dans les zones de crise, en milieu urbain et semi-urbain, les collectivités, les services techniques et les vidangeurs sont les bénéficiaires. Jonathan Poudjougou, coordinateur du comité de gestion et de valorisation des déchets en commune 6. Bien avant notre partenariat avec Borda, je peux dire que la situation de l'assainissement était gérée de façon, disons pas à hauteur de souhait, dans la mesure où les acteurs n'étaient pas bien organisés et en termes de renforcement des capacités, on était très peu soutenus dans ce sens par d'autres partenaires qui ont précédé Borda. Mais avec Borda, quand même, nous avons pu combler ces vides-là. Surtout, nous la remercions parce que en termes de renforcement des capacités, nous en avons assez bénéficié. Donc avant, vraiment, Borda, on n'avait pas eu la chance de bénéficier de formations dans le domaine de l'assainissement, notamment en lien avec les questions liées à la gestion des boues de vidange. Donc ça, c'était vraiment un sujet tabou, si on peut dire comme tel. Mais avec Borda, les questions des boues de vidange sont venues de façon récurrente et toutes nos formations, tous nos renforcements des capacités, des appuis techniques ont surtout porté dans ce secteur. Borda apporte une technologie adaptée et appropriée pour la gestion de l'assainissement avec une forte implication de la communauté. Elle renforce aussi les capacités locales des populations vulnérables pour l'amélioration des conditions de vie et rendre les villes vivables et plus durables. Boubacar Mahamadou Maïga, directeur pays Borda. Dans le secteur de l'assainissement, nous travaillons beaucoup sur le renforcement de capacités de tous les acteurs de la chaîne de l'assainissement, c'est-à-dire à partir des ménages où on fait beaucoup de sensibilisation, des vidangeurs qui sont vraiment le maillon fort de la chaîne de l'assainissement, également avec les services techniques et les élus qui sont vraiment les garants de nos activités. Nous travaillons également sur la mise en place d'infrastructures d'assainissement, notamment des stations de traitement des boues de vidange, ainsi que des lavoirs puisards pour créer un environnement sain et également des toilettes adaptées en prenant en compte le genre et les personnes handicapées, c'est-à-dire les personnes à mobilité réduite. Jonathan Poudjougou, coordinateur du comité de gestion et de valorisation des déchets en commune 6. Borda nous appuie techniquement dans la réalisation de certains ouvrages d'assainissement au niveau de la commune 6. Donc nous avons bénéficié de pas bon nombre de formations en gestion des déchets liquides surtout et d'autres acteurs également de notre commune, notamment les GIE d'assainissement, les vidangères manuelles et les vidangères mécaniques qui sont au niveau de la commune. Également, nous avons eu à réaliser un certain nombre d'ouvrages individuels d'assainissement qu'on appelle les lavoirs puisards. L'année dernière et cette année également, nous sommes dans cette même dynamique et très bientôt la réalisation des 24 lavoirs puisards dans les quartiers de Sokoroidi en commune 6 vont très bientôt démarrer. Pour rappel, en 2017, Borda a ouvert à Bamako un bureau pour l'Afrique de l'Ouest. Elle intervient dans le domaine de la sécurité alimentaire et l'assainissement. Voilà, un mot de football dans cette édition. Football Coupe du Monde Qatar 2022. Les matchs des huitièmes de finale ont pris fin hier avec les qualifications du Maroc et du Portugal. Le Maroc, c'est le représentant du continent encore en lice, bat l'Espagne et file en quart de finale. Au terme de prolongation et de tirs au but, il rencontre samedi le Portugal, vainqueur de la Suisse sur le score de 6-1. Pour la première fois de leur histoire, les Lions de l'Atlas atteignent le stade des quarts de finale en Coupe du Monde. Ce 6 décembre 2022 restera un jour marquant dans l'histoire de la sélection du Maroc. Cette qualification est aussi historique pour l'Afrique. C'est seulement la 4e fois dans l'histoire du mondial qu'une sélection du continent atteint le stade des quarts de finale. Après le Cameroun en 1990, le Sénégal en 2002 et le Ghana en 2010. Samedi 10 décembre donc, samedi prochain, le Maroc aura l'occasion de devenir la première nation africaine à atteindre le dernier carré d'une Coupe du Monde. Il faudra pour cela battre le Portugal, vainqueur de la Suisse 6-1. Sont aussi qualifiés pour les quarts de finale 5 nations européennes, la France, l'Angleterre, la Croatie, les Pays-Bas et le Portugal. 2 nations de l'Amérique du Sud, le Brésil et l'Argentine, et une nation africaine, le Maroc. Concernant les quarts de finale, ils se jouent vendredi et samedi. La compétition observe une pause ce mercredi et demain, jeudi. Vous pourrez suivre juste après cette édition le journal du mondial avec Aridou Matina. C'est à présent la fin de cette édition à 7h passées de 19 minutes à Douila. La coordination éditoriale a été assurée par Bourama Traoré. À la mise en onde, il y avait Alou Koulibaly. Merci d'avoir été de notre prochain rendez-vous des infos. 13h, vous retrouverez Tenema Monikata. Mais d'ici là, je vous propose de suivre tout à l'heure la page météo avec Mahamadou Kone, les avis et communiqués avec Doudou Timbili. Retrouvez cette édition sur www.ortm.ml et sur l'ensemble de nos plateformes digitales. La mise en ligne de la présente a été assurée par Tamsi Diabaté.
Excellente suite de programme sur l'OATM.